Marquis pour des enfants, ça fait rêver, marquis, marquise, etc. Mais au fond, moi je suis très réaliste. Je veux dire, être marquis, ça ne veut rien dire de particulier. C'est une référence à l'histoire, au passé, mais enfin moi je vis dans le présent, donc c'est très bien, ça va avec le château. À 1 heure de Paris, un château de famille, témoignage de 4 siècles d'histoire de France. 7 jours sur 7, c'est le propriétaire des lieux, le marquis Henri-François de Breteuil, 10e du nom, qui mène la visite. Voilà, entrez, allez-y, allez-y. Alors soyez les bienvenus aujourd'hui au château de Breteuil. Ce château a été construit aux alentours de 1600. Et il est toujours resté chez les marquis de Breteuil, où il s'est transmis de père en fils jusqu'à nos jours. Et moi-même, Henri de Breteuil, j'ai repris ce château avec mon épouse il y a 25 ans environ. Ici, nous sommes dans la grande galerie, qui est un peu la galerie des ancêtres, qui est aussi la galerie des ministres, puisque les Breteuil ont donné 3 ministres au roi de France. Là, vous avez Louis de Breteuil, qui était ministre des Finances de Louis XIV. François Victor, le 3e marquis de Breteuil, a été ministre, lui, de la guerre du Régent. Et puis le grand homme de la famille a été Premier ministre de Louis XVI, on ne le voit pas ici. Vous le verrez tout à l'heure en visitant au premier étage, en cire, vous le verrez avec ses souvenirs historiques. Eh bien, vous allez maintenant pouvoir suivre Xavier. Et je vous souhaite une excellente après-midi, un bon retour. Combien ça coûte un château par jour? 15 000 francs par jour. On se réveille tous les matins, on se dit on est très heureux d'être propriétaire de ce château, mais il faudra bien trouver 15 000 francs pour chaque jour pour l'entretenir. Hériter d'un château relève souvent du cadeau empoisonné. Pour entretenir leur demeure, les châtelains d'aujourd'hui doivent retrousser leurs manches. Pour gagner sa vie, un château doit trouver un créneau, celui du marquis, les mariages japonais. Il y a une vingtaine d'années, François-Henri de Breteuil a eu l'idée de se transformer en grand ordonnateur de cérémonies. Il fait renaître une vieille tradition royale qui autorisait un noble à marier dans son château. Un rapide voyage au pays du soleil levant et l'opération était lancée. Dans l'esprit de nos mariés japonais, le fait que ce soit le propriétaire des lieux qui les reçoivent, ça, c'est l'image du château, si vous voulez. Pour eux, c'est pas comme un mariage par un fonctionnaire à Tokyo. C'est un côté plus personnel. Il fallait trouver une formule liée au mariage tel qu'il se déroulait dans les châteaux autrefois. Et c'est un peu cela qui m'a inspiré dans cette formule-là. Et qui est conforme à leur tradition, c'est-à-dire faire confirmer leur mariage par un notable, par une personnalité. Pour vous, c'est rentable? Oui, c'est tout à fait rentable. Rentable? Certainement. Travaillant main dans la main avec 3 agences de tourisme, le marquis facture chaque mariage, ou plutôt chaque confirmation, 7 500 francs. Pour ce prix, les mariés disposent du château durant 2 heures. En grande pompe, le marquis les accueille dans la chapelle de la famille. La scène est bien entendu immortalisée par des photos et un film vidéo. Ensuite, petite réception, champagne et biscuits à la cuillère sont compris dans le forfait. Kanpai. Kanpai. Qu'est-ce que vous savez dire en japonais? Pas grand-chose. Kangei itashimasu, ce qui veut dire soyez le bienvenu, ce qui me paraît tout à fait de circonstance aujourd'hui. Ou omedetou gozaimasu, avec toutes mes félicitations, tous mes vœux de bonheur, puis quelques autres mots. Vous êtes allé au Japon? Oui. C'est comme ça que j'ai lancé Breteuil au Japon. Je suis allé passer 8 jours et une conférence de presse avec toute la presse japonaise, une semaine de rendez-vous heure par heure avec toutes les agences japonaises importantes et Breteuil était lancé sur le marché japonais. Il faut vraiment aller sur place, voir les responsables. Avec une 60aine de mariages et 120 000 visiteurs par an, Breteuil tourne comme une PME. Entre les guides, les jardiniers et les femmes de ménage, le marquis emploie 14 personnes. Madame Ramos est au service du château depuis 28 ans. Ce n'est pas des gens qui récupèrent l'argent du château pour acheter quelque chose pour chez eux. Hein. Tout va au château. Pour les toits, il y a des choses qui s'abîment souvent, vous savez. Hein. Tous les jours, il y a des choses à faire. Hein. Un coup de peinture par-ci, quelque chose qui se casse par-ci, par-là. Monsieur et Madame de Breteuil, vous les appelez comment? Marquis, marquise? Monsieur et Madame Breteuil. Toujours. Mais quand je parle avec les autres personnes, j'ai dit Monsieur et Madame la marquise, Monsieur le marquis et Madame la marquise. Mais moi, à eux-mêmes, je l'appelle Monsieur et Madame de Breteuil. Et que les autres personnes qui sont là, ils l'appellent Séverine, ça je ne pourrai jamais. En 1967, quand il hérite du domaine, François-Henri de Breteuil tourne une page de l'histoire familiale. Lui et sa femme décident d'habiter au fond du parc, dans un petit pavillon de chasse. Bon, on vient d'avoir un coup de fil. Terminé la vie de château, le marquis doit apprendre à gérer son patrimoine.
l'aristocrate devient patron. J'estime d'abord qu'il n'y a aucune valeur propre à la noblesse ou à l'aristocratie. Ça n'existe pas. Il y a des gens très religieux qui ne sont pas aristocrates, il y a des gens très patriotes qui ne sont pas aristocrates. Toutes ces valeurs qu'on avait traditionnellement liées à la noblesse, c'est complètement farfelu. Marquis pour des enfants, ça fait rêver, marquis, marquise, etc. Mais au fond, moi je suis très réaliste. Je veux dire, être marquis, ça ne veut rien dire de particulier. C'est une référence à l'histoire, au passé, mais enfin moi je vis dans le présent, donc c'est très bien, ça va avec le château. C'est une chance d'appartenir à une famille qui fait tout ça, mais nous sommes, je dirais pas inférieurs, mais on est quand même complètement différents d'eux. Nous sommes dans la situation des interprètes qui mettent en scène leur histoire, si vous voulez, c'est un peu ça. Mais eux, ils ont fait l'histoire. Objectif des Breteuils aujourd'hui, prolonger cette histoire, et pour ça, toujours le même impératif, trouver de l'argent. Ils sont combien aujourd'hui au fond, vous savez? 205. 205. Ouais. Et ils arrivent donc vers 6h, 6h30, c'est ça? Et ils dînent vers quelle heure? Ils dînent vers 20h30. 20h30, d'accord. Ben, on va aller voir pour les salons, alors comment on organise ensemble, et surtout repérer le salon en danse, hein, qu'on soit bien d'accord avec vous. Très bien. Séminaires, réceptions, l'agenda de Breteuil est plein. Chaque année, les salons du château reçoivent plus de 35 000 clients. Et c'est toujours le marquis en personne qui accueille, supervise. Au total, un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs. Diriger un château, c'est assez stressant parce qu'il y a toujours des choses à faire de droite et de gauche. C'est pas gênant d'avoir toujours des visiteurs? Au contraire, mais ben, pas du tout, parce que vous dites, voilà quelques ardoises de plus qui vont être restaurées grâce à eux. Vu l'entretien énorme de la maison, du parc, des dépendances, il faut les recettes des deux activités pour que le château gagne sa vie. En France, plus de 2000 personnes sont propriétaires de châteaux. Pour tous, la règle est la même, le château doit être rentable, mais seulement une vingtaine atteint l'objectif. Le marquis de Breteuil, lui, a gagné son pari. Le domaine et son nom franchiront le millénaire, mais c'est une exception. La baronne Cordopatri n'a pas le choix. Condamnée à mort par la mafia, c'est toute sirène hurlante et entourée de 6 gardes du corps qu'elle traverse les rues de Reggio de Calabre. À 67 ans, elle est le principal témoin d'un procès contre la 'Ndrangheta. Cette mafia du sud de l'Italie a déjà tenté à 11 reprises de l'assassiner. Sans mon escorte, je suis vraiment en danger. Je reçois constamment des menaces et ce ne serait pas prudent de sortir sans escorte. C'est grâce à eux, grâce aux policiers de mon escorte, que je peux sortir tranquille. Dans une région où règne la loi du silence, le combat de la baronne surprend et impressionne ses concitoyens. On m'appelle la baronne Courage, mais je ne me sens pas particulièrement courageuse. Je suis une personne normale qui a réagi de manière normale à un outrage qui n'était pas normal. Son combat contre la mafia a isolé la baronne. Pour elle, il n'est plus question de fréquenter les salons de l'aristocratie de Reggio. Seule sa cousine, Angelica, continue à l'appuyer. L'aristocratie de Reggio a cessé de me fréquenter dès les premiers différends que nous avons eus avec la mafia. Ils ont immédiatement pris leur distance avec ceux qui se battaient contre la mafia. Une série de cambriolages à son domicile ont privé la baronne Cordopatri des tableaux et des archives de sa famille. Par peur des attentats, elle passe le plus clair de son temps chez sa cousine, avec qui elle évoque les origines chevaleresques de leur famille, dont les lettres de noblesse remontent à l'époque de Charlemagne. À l'origine, ma famille s'appelait Capece et avait le titre de duc. C'est pour cela que la couronne du blason est une couronne ducale. Les montagnes représentent la patrie et le cœur est celui que l'on a donné à la patrie. D'où notre nom, Cordopatri, qui correspond à notre titre de baron. À la place de la devise, nous arborons des épées. Elles symbolisent le serment prêté par l'un de mes ancêtres il y a des siècles. Il a juré que lui et ses descendants de sexe masculin répondraient à l'appel du roi et iraient à la guerre, quelle que soit leur situation familiale ou leur état de santé. Moi-même, je respecte ce serment en combattant la mafia. Je suis fière de ce blason, mais je n'en suis pas à la hauteur. Mes ancêtres ont fait tellement. Je me sens écrasée par ce blason, par ce nom de famille. J'y mets tous mes efforts, mais je ne me sens absolument pas à la hauteur de mes ancêtres.
À 50 km de Reggio s'étendait le domaine de la famille Cordopatri. Des 1000 hectares, il n'en reste qu'une quarantaine à la baronne. Ici, la mafia a remplacé la noblesse dans les campagnes. Installés en ville, les aristocrates ont été forcés de vendre leurs terres. Seule la famille de Teresa Cordopatri a refusé. Et pour 28 hectares d'oliviers, la mafia lui a déclaré la guerre. Ils ont tout volé. Et ils ont tiré autant qu'ils le pouvaient, en signe de mépris. La mafia a progressivement pris possession de toute cette région, de toutes ces terres. Le chef du clan voisin voulait s'approprier toutes les terres qui entourent le village. C'était une question de prestige. Et il en avait besoin pour cacher ses trafics de drogue. Les terres lui permettent de justifier l'argent qui vient de la drogue. Au début, personne ne cédait. Puis, il y a eu les premières menaces, les enfants enlevés, les voitures incendiées, les ouvriers intimidés. Le traitement était le même pour tous. Il y a ceux qui ont cédé immédiatement, ceux qui ont cédé plus tard et ceux qui n'ont jamais cédé. Malheureusement, c'est le cas des Cordopatri. Pour les mafieux, qu'un propriétaire ne cède pas est inacceptable. S'il réussit à gagner, personne ne cédera. C'est pour cela que la mafia devait punir ceux qui donnaient le mauvais exemple. Après les menaces, la mafia passe aux actes. 3 tentatives d'assassinat contre le frère de Teresa. C'est ici qu'a été assassiné mon frère, Antonio Carlo Cordopatri. Nous sortions ensemble. L'assassin est arrivé par ici. Il a posé ses mains sur le capot de la voiture. Il a sorti son arme d'une petite sacoche verte et il a tiré. Mon frère était au volant. Il a glissé sur le siège au premier coup de feu. Instinctivement, j'ai mis la main sur mon cœur. L'assassin a appuyé son arme juste là, sur le dos de ma main. Son arme s'est enrayée, mais le canon était brûlant après les coups qu'il avait tirés. J'ai été brûlée à la main, une petite blessure de rien du tout. J'ai donc eu la vie sauve parce que l'arme s'est enrayée. Le tueur s'est mis à courir en direction du boulevard et il a tourné. J'ai couru à sa poursuite. Mais je n'ai pas réussi à le rattraper. Je n'avais pas compris que mon frère était mort. Je pensais qu'il s'était baissé pour éviter les balles. Quand je suis revenue ici, je l'ai trouvé qui baignait dans son sang. Il est mort quelques instants plus tard, exactement ici. Avant l'assassinat d'Antonio Carlo Cordopatri, la justice italienne semblait sourde aux problèmes de la famille. Leurs plaintes restaient sans réponse. Des magistrats leur conseillaient même de vendre à la mafia. Mais la baronne n'a pas cédé. Armée de sa machine à écrire, elle a déposé plainte sur plainte. Aujourd'hui, l'assassin et 4 membres de la famille mafieuse sont sous les verrous. La victoire, si victoire il y a à l'issue de ce procès, ce ne sera sûrement pas ma victoire, parce que j'ai perdu mon frère et qu'il ne reviendra plus. Malheureusement, les Cordopatri ont donc perdu la dernière bataille de cette génération. Mes ancêtres avaient toujours été vainqueurs. Aujourd'hui, c'est l'État et la justice qui pourront sortir vainqueurs grâce au sacrifice de mon frère. Même si la baronne Courage gagne son dernier procès, elle reste en danger de mort. La mafia n'oublie pas, ne pardonne pas. Après son procès, elle ne sera plus sous protection judiciaire. Privée de ses gardes du corps, la dernière baronne Cordopatri sera alors une proie facile pour la mafia. Sanlúcar de Barrameda, embouchure du Guadalquivir. Ici, l'Andalousie, la province la plus méditerranéenne d'Espagne, débouche sur l'Atlantique. C'est de ce port que Christophe Colomb et Magellan sont partis pour le Nouveau Monde. C'est par ici que l'or et les épices venues d'Amérique sont entrés en Europe. Sanlúcar de Barrameda se trouve sur les terres de Medina Sidonia, l'une des plus vieilles dynasties de la noblesse espagnole. Le château de Medina Sidonia est au cœur de Sanlúcar. Avant, plus de 500 personnes vivaient dans le château. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne. Moi, je m'occupe de l'entretien du parc et Maria fait la cuisine. Une femme de ménage vient de temps en temps. Madame la Duchesse vit toute seule dans ce château. Doña Luisa Isabel Alvarez de Toledo est une grande d'Espagne. C'est la 21e duchesse de Medina Sidonia.
Dans le sang de Doña Luisa coulent 9 siècles de l'histoire d'Espagne. Mais ici, on ne la connaît pas pour son lignage. Ceux qui l'aiment l'appellent la petite duchesse. Ceux qui ne l'aiment pas parlent de la duchesse rouge. Depuis 30 ans, Doña Luisa se bat contre tous les régimes qui se sont succédés en Espagne. C'est une rebelle comme ses ancêtres. Lui, c'est Pedro Alcántara de Guzmán. C'est un homme très intéressant, du siècle des Lumières. C'est un des grands réformateurs espagnols du XVIIIe siècle. C'était l'ami des philosophes français. Les écrits de Voltaire lui parvenaient cachés dans des chapeaux. Lui, c'est le 8e duc de Guzmán. Dans ce tableau, on dirait un ange. En réalité, c'est le plus grand don Juan de la famille. Doña Luisa vit dans un château construit par ses ancêtres sur les ruines d'une mosquée au XVe siècle. La duchesse est historienne. Elle puise ses informations dans les archives de Medina Sidonia. Sur ses étagères reposent 900 ans de l'histoire d'Espagne. Ce sont les archives privées les plus importantes d'Europe. Valeur estimée de ce trésor, 300 millions de francs. La duchesse est aussi écrivain et les livres qu'elle publie heurtent souvent l'histoire officielle. En Espagne, beaucoup de documents ont été détruits. En 1507, par exemple, les rois catholiques ont donné l'ordre d'éliminer une partie de nos archives. Des documents concernant l'achat de terres en Amérique ont disparu. Il s'agissait de donations effectuées par le roi du Portugal en 1463. Ces documents étaient la preuve que l'on connaissait l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Les pêcheurs et les commerçants allaient régulièrement de l'autre côté de l'Atlantique avant la découverte officielle. Mais les couronnes de Castille et du Portugal ne voulaient partager le Nouveau Monde avec personne. Alors elles auraient écrit l'histoire avec l'aide du pape pour exclure d'Amérique toutes les autres nations. Et puis, pour que Colomb puisse s'entendre avec les Indiens d'Amérique, il fallait bien que ces indigènes parlent espagnol. Sous la dictature de Franco, la duchesse s'insurge une fois de plus contre l'histoire. En 1967, un bombardier nucléaire américain sombre dans l'Atlantique à 2 pas de Sanlúcar. Par chance, la bombe n'explose pas. Mais dans les environs de l'accident, on a peur. Les autorités franquistes étouffent l'affaire. La duchesse, avocate de formation, dénonce le gouvernement. Résultat, 1 an de prison et l'exil en France. Ses ennemis la surnomment dès lors la duchesse rouge. Mais c'est notre petite duchesse. Vous êtes en pleine forme, madame. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas rencontré. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Ce combat mené contre la dictature franquiste lui vaut encore aujourd'hui l'estime et la tendresse de la population. Tout le monde vous connaît ici? Non, pas tout le monde. Les jeunes ne me connaissent pas. Presque tout le monde la connaît. Et pourquoi? On a toujours entendu parler d'elle. Les vieux, mon père, mon grand-père, ils ont toujours tous parlé d'elle. On parle tous de la petite duchesse. Est-ce que c'est votre nom qui vous oblige à conserver tout cela? C'est le bon sens et l'amour de l'art qui m'oblige à conserver ce château. Pas le fait que je m'appelle Medina Sidonia. Ah non, ça ne te rend ni meilleur, ni plus intelligent que les autres. Ah non, ça ne te donne rien. En revanche, si tu considères que tu dois rendre service à la société, et ça ne veut pas dire forcément être communiste, alors tu dois agir en conséquence. Quand j'ai hérité de ce palais, tout était en ruine. Aujourd'hui, j'essaie de le conserver le mieux possible. À la mort de Franco, la duchesse regagne l'Espagne. Aussitôt, elle demande une aide publique pour sauver ses archives, mais l'État paye trop peu à son goût. Les négociations s'enveniment, les aides lui sont retirées. Aujourd'hui, pour préserver ses manuscrits, la duchesse de Medina Sidonia doit vendre son domaine petit bout par petit bout. L'Espagne d'aujourd'hui ressemble beaucoup à l'Espagne du XVIe siècle.
C'est un mélange d'Isabelle la catholique et de Philippe II, un mélange de 15e et de 16e siècle. Abus de pouvoir, régime absolutiste, autorité capricieuse. Un personnage mythique, le roi, placé au-dessus du bien et du mal, mais entouré de profiteurs. L'Espagne d'aujourd'hui n'a pas changé. Le citoyen n'est qu'un sujet, un vassal, mais surtout pas un citoyen. La Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement britannique, est avant tout composée de nobles. Pour Garfield Davis, 62 ans, c'est un grand jour, c'est aujourd'hui qu'il devient baron. Bonjour, my lord. Merci beaucoup. Au Royaume-Uni, seule la reine a la prérogative d'anoblir ses sujets sur recommandation du Premier ministre. Cette année, Tony Blair a proposé Garfield Davis. Chaque nouveau lord doit se plier au protocole. Ça, c'est la robe que doit porter chaque lord lors de sa présentation à la Chambre. C'est en hermine. Ça, c'est une hermine. Vous voyez, pour un lord ou un baron, il n'y aura que 2 bandes blanches. Un vicomte, lui, a 3 bandes. Un marquis... Oui, un marquis a 4 bandes le long de la robe. Vous ne pourriez pas porter la robe d'un marquis ou d'un vicomte. C'est exclu. Un duc a 5 bandes alors. Non. Ça dépend. 4 ou 5. Il existe 2 types de lords. Les aristocrates qui ont hérité de leurs titres de noblesse et les lords à vie dont les titres ne sont pas transmissibles aux descendants. C'est le cas de Lord Davis. Étrangers, découvrez-vous. La cérémonie d'introduction à la Chambre des Lords se déroule selon un rituel bien rodé. La procession est toujours conduite par Black Rod, autrement dit le chef du protocole. Et le nouveau lord se doit d'être accompagné par 2 parrains. Dans le cas présent, la baronne de Fountain le Flyde et aussi Lord Graham of Edmonton. Mais le plus important, c'est le serment prêté à la reine Elisabeth II. Moi, Lord Davis de Coity, devant Dieu Tout-Puissant et en vertu de la loi, je jure fidélité à Sa Majesté la Reine Elisabeth, à ses héritiers et successeurs, et que Dieu me vienne en aide. C'est officiel, Garfield Davis est désormais Lord Baron Davis of Coity. Voilà, c'est terminé. Ça a vraiment été pour moi une expérience nouvelle, tout ce cérémonial. C'est impressionnant, mais je suis très content. Et je vais commencer à travailler à la Chambre des Lords. Mais je dois souligner une chose, il va y avoir un changement. L'actuel Premier ministre, Tony Blair, a l'intention de réformer la Chambre des Lords. En fait, il va retirer le droit de légiférer aux lords héréditaires. C'est une véritable révolution au Royaume-Uni. Les aristocrates, dont le seul mérite est d'avoir un ancêtre qui a été anobli il y a 2 ou 3 siècles, ne pourront plus voter ou amender les lois. Merveilleux, c'était merveilleux. Qu'est-ce que c'est cette mallette rouge que vous portez? Cette mallette rouge, c'est une tradition. Ça prouve que désormais, je suis lord. Madame Davis, est-ce que vous êtes devenue baronne aujourd'hui? Oui, je suis baronne. Non, ce n'est pas une baronne, c'est une lady. Il faut être nommé par la reine pour être baronne. Ma marraine était une baronne. Mais ma femme Marianne doit être appelée Lady Davis. Mais ce n'est pas une baronne. Accompagné de sa femme, ses 2 filles, son frère et sa belle-sœur, Lord Davis va fêter l'événement au Reform Club, un club de gentlemen qui accepte les femmes comme invitées seulement depuis 14 ans. On va se détendre avec un verre de gin and tonic.
Lord Davis, êtes-vous un aristocrate? Un aristocrate est censé avoir des terres, beaucoup de terres même, et des biens immobiliers. Il est censé être un nanti avec des employés. Moi, j'ai un mode de vie plus que raisonnable. Je suis quelqu'un de très simple. On a travaillé très dur avec ma femme pour acheter notre maison. J'ai pris un crédit immobilier. Me décrire comme un aristocrate n'a aucun sens. Lord Davis est d'origine modeste. Il commence à travailler à 15 ans dans la sidérurgie avant de s'impliquer complètement dans le syndicalisme pour devenir en 1985 secrétaire général de l'USDAL, le plus important syndicat britannique du secteur privé. Il habite aujourd'hui dans la banlieue de Manchester, le nord industriel de l'Angleterre. Je vais ouvrir la mallette maintenant et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Garfield Davis mesure aujourd'hui avec fierté le chemin parcouru. Qu'est-ce que c'est? Ceci confirme ma nomination comme Lord Baron Davis de Coity. Et ça, c'est le sceau royal. Si vous regardez par là, vous voyez que cette figurine au bout de la cheminée est une effigie de mon arrière-grand-père. Il a commencé à travailler dans la mine à l'âge de 7 ans et il en est sorti à l'âge de 80 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a commencé à travailler au fond de la mine au Pays de Galles à l'âge de 7 ans. Et ça sans s'arrêter jusqu'à 80 ans. D'ailleurs, il est dans le livre Guinness des records pour avoir passé 73 ans au fond de la mine. Et il est mort à 86 ans. Vous voyez, c'est ça que j'ai reçu en héritage. Il s'appelait David Davis. Prague, novembre 89, c'est la révolution de velours. Václav Havel est proclamé président et les communistes tchèques abandonnent le pouvoir. Une de ses premières promesses, rendre les biens et les richesses nationalisées par les communistes à leurs anciens propriétaires. 8 ans plus tard, les aristocrates sont de retour. Pour récupérer leurs propriétés, ils rompent l'exil qu'ils avaient choisi pour fuir les communistes. Le duc Jaroslav Lobkowicz est lui rentré d'Allemagne où il vivait depuis 68. Il y travaillait comme technicien en électronique. Il récupère le château de son enfance après 5 ans de négociations acharnées avec l'administration. Mais nationalisé après la guerre, l'État l'utilise toujours comme lieu d'archivage. Le duc ne pourra vraiment l'habiter que dans 2 ans. Ça, c'est de la pierre friable, beaucoup trop fragile. Tout tombe en ruine. Et le gardien fait ce qu'il peut, mais ça ne pourra pas tenir bien longtemps. J'ai de grands projets, mais le problème, c'est l'argent. Tout est beaucoup trop cher. Ici, j'aimerais construire un bureau et là, un restaurant. Nous sommes totalement livrés à nous-mêmes. Nous ne recevons aucune aide. Pourtant, les gens attendent beaucoup de nous. Ils veulent nous voir travailler efficacement pour le bien de la communauté. C'est notre devoir. Rentré en Tchécoslovaquie sans un sou, Jaroslav n'est pas au bout de ses peines. Un château, ça coûte cher. Or, le duc récupère un second château, en Bohême, le château de Pietzen. Construit en 1905 par son grand-père, qui, déchu de ses titres par le régime, travailla comme cantonnier jusqu'à la fin de sa vie. À partir de 1916, le château fut loué à une famille tchèque. Puis, pendant la guerre, il est devenu le bureau local du TOD, l'administration nazie qui gérait le travail forcé. Enfin, après la guerre, il nous a été rendu une première fois. Mais en 1948, le Parti communiste l'a repris. En 1988, le ministère de l'Intérieur voulait en faire un lieu d'archivage, mais heureusement, ils n'ont pas eu le temps.
Encore vide et inoccupé en 1991, j'ai pu le récupérer facilement. Comme le premier château, celui-ci est en ruine. Alors, pour payer sa rénovation, le duc invite une école d'art à s'installer gratuitement entre ses murs. Seule condition, en guise de travaux pratiques, les élèves s'engagent à en restaurer une partie. Je suis content de cet arrangement. Cela ne me coûte rien, cela ne me rapporte rien non plus, mais au moins, le château est entretenu. Et dans 20 ans, on verra bien ce qu'on en fera. Les Lobkowicz étaient une des plus riches familles princières de l'Empire austro-hongrois. 24 châteaux et 6 siècles d'histoire au sommet de l'appareil d'État. Un des derniers grands personnages de la dynastie, le prince Maximilien. Il fuit définitivement le pays en 1968 et c'est son petit-fils, né aux États-Unis, qui rentre aujourd'hui et récupère 11 de leurs 24 châteaux, dont celui-ci, une perle de la Renaissance. Il nous a toujours semblé clair que le communisme, comme tout système imposé, ne pouvait durer. Aujourd'hui, nous sommes de retour et nous sommes heureux que la République tchèque nous donne la possibilité, ainsi qu'à d'autres familles, de retrouver notre patrie. Notre histoire est très longue et ce ne sont pas 40 ans de communisme qui peuvent effacer 600 ans d'histoire familiale. En plus des 11 châteaux, le prince William récupère aussi l'impressionnante collection d'art commencée par ses ancêtres au XIVe siècle. Plus de 1000 chefs-d'œuvre, dont voici 3 trésors. Une vue de la Tamise, peint par Canaletto en 1747. La moisson de Bruegel l'Ancien, peint en 1565, et exposé dans la salle de musique le manuscrit de la symphonie héroïque de Beethoven, dédié à son principal mécène, leur ancêtre, le prince Franz Josef Lobkowicz. Ici, c'est la galerie connue sous le nom de Karl Kroll, un peintre du 19e qui a peint tous nos châteaux et nos propriétés. Là, c'est le château de Tchekhov en tchèque ou Tscheckenstein en allemand. Aujourd'hui, il est ouvert au public. C'est ici que Wagner composa son opéra Tannhäuser. Et par ici se trouve le château le plus important de la famille. Il s'agit de notre siège historique. Il possède 365 fenêtres, une pour chaque jour de l'année. Mais le prince William se trouve confronté au même problème que son cousin le duc Jaroslav. La rénovation et l'entretien de ses palais coûtent cher, très cher même quand on est un homme d'affaires américain. Nous avons décidé d'ouvrir nos châteaux au public. Nous l'avons fait, mais cela coûte une fortune. Pour y parvenir, nous devons donc investir financièrement et de plus, cela nous demande énormément de temps et d'énergie. Nous nous sommes donc tournés vers le privé. Nous avons décidé de monter 2 fondations, l'une ici, l'autre aux États-Unis, dans le but de rendre encore plus de collections accessibles au public. En 2 ans, la fondation américaine du prince William a déjà récolté des centaines de milliers de dollars. Mais le duc Jaroslav cherche, lui, toujours la solution. Les 2 cousins ne se fréquentent plus et lui n'a pas de riches relations aux États-Unis. Même les aristos se retrouvent aujourd'hui confrontés aux dures lois du marché.